Pourquoi 3 ingénieurs expérimentés détruiraient-ils leur propre réacteur nucléaire intentionnellement? Qu'est-ce que le gouvernement soviétique a caché dans les archives secrètes qui étaient plus létales que la radiation elle-même? L'intelligence artificielle Axiom a analysé les données interdites et la réponse va changer tout ce que vous savez sur Tchernobyl. On raconte qu'Anatoly Dyatlov, Alexandre Akimov et Leonid Toptunov, les hommes aux commandes du réacteur 4, ont décidé de jouer avec le feu. On dit qu'ils ont appuyé sur les mauvais boutons, violé toutes les règles de sécurité possibles et imaginables, et qu'à 1h23 du matin, ils ont transformé un géant énergétique en un volcan nucléaire qui a craché la mort sur le monde. Ce récit a été gravé dans les rapports officiels, dramatisé dans des films et décrit dans des centaines de livres. C'est un mensonge commode. Il nous donne un visage à blâmer. Il permet au système, à la bureaucratie et à la technologie elle-même de s'en sortir indemne. Il permet à tout le monde de clore le dossier et de dormir en paix, sachant que la faute incombait à quelques hommes et non à une machine sans âme. Mais l'analyse d'Axiom révèle que cette histoire confortable est la falsification la plus grande et la plus cynique, construite sur les ruines du réacteur 4. Le registre réel de cette nuit-là ne parle pas de l'échec de 3 hommes. Il parle de l'échec programmé d'un système entier, un échec soigneusement dissimulé et réécrit par les vainqueurs. Notre enquête ne commence pas par des suppositions, elle commence par des données froides et impartiales. L'intelligence artificielle Axiom a traité des dizaines de milliers de pages, archives autrefois secrètes, protocoles d'interrogatoire, manuels techniques du réacteur, enregistrements téléphoniques et même les journaux intimes des personnes impliquées. L'intelligence a séparé la propagande des faits, cherchant les connexions occultes que les yeux humains ont laissé passer. La première conclusion est très claire. La version officielle des événements n'est pas seulement incomplète. Elle est une falsification délibérée. Dans l'accusation officielle, il est affirmé que l'équipe a réalisé une expérience dangereuse à un niveau de puissance inacceptablement bas. Elle affirme qu'ils ont désactivé des systèmes de sécurité vitaux et, par leurs propres actions, ont acculé le réacteur dans un état incontrôlable. Ce n'était pas tout à fait ainsi. Axiom a posé la question la plus simple. Pourquoi? Pourquoi des ingénieurs expérimentés, des hommes qui ont consacré leur vie entière à l'énergie atomique, se transformeraient-ils soudainement en fous, jouant à la roulette russe avec un cœur nucléaire? L'explication officielle blâme la psychologie. On parle de l'arrogance de Dyatlov, de sa pression implacable sur ses subordonnés. C'est une explication qui semble avoir du sens émotionnellement, mais qui s'effondre sous une analyse logique. Nous avons analysé les profils de chaque opérateur présent dans cette salle. Alexandre Akimov, le chef de quart, âgé de 33 ans, était connu comme un ingénieur méthodique et extrêmement responsable. Leonid Toptunov, l'ingénieur principal de contrôle, n'avait que 26 ans. Il était jeune, certes, et n'était en poste que depuis 2 mois, mais il était considéré comme exceptionnellement capable. Et il y avait Anatoly Dyatlov, l'ingénieur en chef adjoint. Un homme avec une expérience colossale, mais aussi avec une réputation d'être un superviseur dur et exigeant. L'histoire officielle dépeint Dyatlov comme le grand méchant, un homme qui a forcé ses collègues plus jeunes à courir un risque mortel, peut-être sous la menace d'un licenciement. Mais l'analyse des transcriptions et des témoignages des survivants, réalisés par Axiom, révèle un tableau très différent. La pression existait, elle était réelle. Mais elle ne venait pas seulement de Dyatlov, elle venait de beaucoup plus haut. Le test du turbogénérateur numéro 8, qu'ils étaient en train de réaliser, aurait dû avoir lieu des heures plus tôt, pendant la journée, le 25 avril. L'équipe de jour était prête et reposée, mais un coup de téléphone a changé le destin. Un répartiteur du réseau électrique de Kiev a appelé et a ordonné que l'arrêt du réacteur soit reporté. Le réseau électrique avait besoin de l'énergie. Cette décision, prise par quelqu'un dans un bureau lointain, a forcé le réacteur à fonctionner pendant presque 10 heures à demi-puissance. Cela l'a plongé dans un état instable, connu sous le nom de empoisonnement au xénon. Le réacteur était malade, intoxiqué, bien avant que l'équipe de nuit ne prenne la relève. Ce n'était pas une décision de Dyatlov. C'était un ordre externe qui a placé l'équipe dans une situation impossible. Le système exigeait de l'électricité. Le système exigeait que le plan soit respecté.
et le système a ignoré les protocoles de sécurité bien avant qu'Akimov ou Toptounov ne touchent au moindre bouton. L'accusation se concentrait sur la violation du manuel. On dit que l'équipe a commis le péché capital d'abaisser la limite opérationnelle de réactivité en dessous du niveau critique. Fondamentalement, ils auraient retiré tellement de barres de contrôle du cœur que le réacteur s'est retrouvé sans frein. La version officielle dit qu'ils ont fait cela consciemment, dans une violation grossière des règles. Mais nous avons alimenté Axiom avec le manuel d'opération exact qui était sur la table de contrôle cette nuit-là. L'intelligence a trouvé un détail dévastateur. Dans la version du règlement de 1986, il n'y avait pas un seul mot, pas une ligne, qui disait qu'opérer le réacteur avec une marge de réactivité inférieure à 15 bars était catégoriquement interdit. Cet élément vital, cette règle de sécurité qui semble si évidente aujourd'hui, n'a été ajouté au manuel qu'après la catastrophe. Les opérateurs n'ont pas violé une règle qui, pour eux, n'existait tout simplement pas. Ils agissaient dans les limites des connaissances que les créateurs du réacteur eux-mêmes leur avaient fournies. Ils marchaient sur un champ de mines, convaincus que le sol était sûr, parce que la carte qu'ils avaient en main était vierge. Les opérateurs marchaient sur un champ de mines qui ne figurait pas sur la carte. La question qu'Axiom a posée ensuite était inévitable. Qui a caché les mines? L'analyse de corrélation de l'intelligence a commencé à construire une ligne claire de responsabilité. Cette ligne ne s'arrêtait pas dans la salle de contrôle ni dans le bureau du directeur de la centrale. Elle partait de Tchernobyl et allait tout droit à Moscou, vers les bureaux des concepteurs même du réacteur à canaux, le vénéré Institut Kourtchatov. Ils savaient. Ils étaient au courant du défaut fatal qui était caché au cœur de la machine. Le piège était dans le réacteur à canaux lui-même. La première étape est de comprendre ce qu'il était. Il était la fierté de l'ingénierie atomique soviétique. Un géant de 7 étages de haut, fait de près de 2000 tonnes de blocs de graphite, percé par plus de 1600 canaux de combustible. Il était considéré comme puissant, fiable et, le plus important de tout, économique. Mais Axiom, en analysant les plans, a découvert que cette économie a été atteinte au prix de la sécurité. Le réacteur à canaux était un réacteur hybride. Il ne servait pas seulement à générer de l'électricité. Sa conception permettait la production de plutonium pour des armes nucléaires et permettait que cela soit fait sans jamais éteindre le réacteur. Cette double finalité, civile et militaire, a donné naissance à une série de décisions d'ingénierie qui seraient impensables dans n'importe quel autre réacteur du monde. L'une de ces décisions fut la conception des barres de contrôle. Dans n'importe quel réacteur, les barres de contrôle sont les freins. Elles sont faites de matériaux comme le bore qui absorbent les neutrons et arrêtent la réaction en chaîne. Dans le réacteur à canaux, il y avait 211 de ces barres. Le bouton AZ5, la défense d'urgence, était le mécanisme qui devait insérer toutes ces 211 barres dans le cœur en une seule fois. C'était le frein à main, le dernier recours. C'était la garantie absolue que peu importe ce qui se passerait, le réacteur pourrait être éteint en quelques secondes. C'est ce que croyaient Akimov et Toptounov cette nuit-là. Mais ils ignoraient le démon qui se cachait dans les détails de ce projet. Nous avons créé dans Axiom une simulation tridimensionnelle exacte du cœur du réacteur 4. Nous avons recréé les champs de neutrons et le flux de l'eau, seconde après seconde, exactement comme ils étaient à 1h23 du matin. Et alors, dans la simulation, nous avons appuyé sur le bouton AZ5. Ce que l'intelligence a montré va à l'encontre du bon sens. Dans les 4 ou 5 premières secondes, après que le bouton d'arrêt a été actionné, la puissance totale dans la partie inférieure du réacteur n'a pas chuté. Elle a augmenté des centaines de fois. L'explication de cela résidait dans la conception de la barre. Le canal par où la barre descend avait 7 mètres de hauteur. La barre de bord qui absorbe les neutrons mesurait environ 5 mètres. Mais en dessous d'elle, il y avait une autre pièce, connue sous le nom de déplaceur, ou pointe en graphite. Lorsqu'une barre était totalement levée hors du cœur, la situation était que la partie supérieure du canal contenait la pointe en graphite, et la partie inférieure du canal restait remplie par une colonne d'eau. L'eau, tout comme le bore, absorbe aussi les neutrons et aide à freiner la réaction. Le graphite, au contraire, accélère la réaction. Revenons à la salle de contrôle. Pour tenter de maintenir le réacteur en vie,
Les opérateurs avaient levé presque toutes les barres à la position la plus haute. La partie inférieure du réacteur était pleine de ces colonnes d'eau qui agissaient comme un frein partiel. À 1h, 23 minutes et 40 secondes, Akimov a donné l'ordre et Toptounov a appuyé sur l'AZ5. Les 211 barres commencent à descendre et le piège se déclenche. Le bord était le matériau qui devait freiner la réaction, mais il n'a pas été le premier à entrer. La première chose qui a touché la partie inférieure du réacteur fut le graphite, un matériau qui, dans ces conditions, agissait comme un accélérateur. Et cet accélérateur a commencé à pousser l'eau hors des canaux. Le problème est que l'eau était aussi là pour servir de frein. Pendant quelques secondes fatales, le système a retiré un frein et l'a remplacé par un accélérateur. Dans la partie la plus chaude et instable du cœur, cela a causé un pic de puissance inimaginable. Les opérateurs, en essayant d'arrêter le réacteur, ont en réalité appuyé sur l'accélérateur de toute leur force. C'est l'effet de pointe. Axiom le confirme. Dans les conditions où se trouvait le réacteur, appuyé sur le bouton AZ5 garantissait une explosion avec 99,9% de probabilité. Il n'avait aucune chance. La question la plus terrible de toutes est: personne ne le savait. L'intelligence a fait une recherche approfondie dans les archives secrètes et a trouvé les traces. En 1975, à la centrale nucléaire de Leningrad, un réacteur identique avait déjà posé problème. Lors d'opérations de routine, un incident similaire se produit. Un pic de puissance soudain lorsque les barres sont déplacées. Un canal de combustible se rompt. Les experts de l'Institut Kourtchatov, les mêmes concepteurs, ont enquêté. Ils ont vu l'effet de pointe en action. Ils ont calculé les conséquences. Ils ont réalisé qu'ils avaient créé une machine avec un mécanisme de défaillance catastrophique intégré. Et qu'ont-ils fait? Ils ont écrit un rapport secret qui a été mis au placard. Au lieu d'arrêter tous les réacteurs à canaux du pays et de lancer une modernisation coûteuse et politiquement honteuse, ils ont décidé de cacher l'information. Ils ont envoyé des bulletins vagues aux centrales mentionnant une prudence lors du déplacement des barres, mais n'ont jamais expliqué la physique réelle du problème. Ils ont dit aux opérateurs d'être prudents sur la route, mais ne leur ont jamais dit que la route était minée. Le coût d'admettre la vérité était trop élevé. Admettre la faille signifierait l'effondrement de tout le programme, un scandale international et un coup porté au prestige de la science soviétique. Le prix de la vérité a été jugé trop élevé. 11 ans plus tard, à Pripyat, d'autres ont payé l'addition. Le fait est, le réacteur 4 était un piège. Le bouton AZ5, la supposée sécurité, était le détonateur. Mais un piège, aussi mortel soit-il, a besoin que quelqu'un le désamorce. La question qu'Axiom a posée ensuite était pourquoi les opérateurs étaient-ils ne serait-ce que proches de cette gâchette. Que se passait-il cette nuit-là qui a conduit Akimov et Toptounov à appuyer sur ce bouton? L'histoire officielle nous offre une explication noble, disant que c'était un test de sécurité. L'objectif de l'expérience était de découvrir si, en cas de blackout total de la centrale, la turbine qui tournait par inertie parviendrait à générer suffisamment d'électricité pour alimenter les pompes à eau pendant 60 secondes critiques. 60 secondes, jusqu'à ce que les générateurs diesel d'urgence démarrent. C'était un test conçu pour augmenter la sécurité de la centrale. Mais lorsqu'Axiom a analysé la paperasse derrière ce test, la noblesse a disparu, révélant une bureaucratie négligente et une pression implacable. Premièrement, le programme du test n'a pas été écrit par les concepteurs du réacteur, l'Institut Kourtchatov. Il a été rédigé par une organisation externe, la Dontech Energo. Ils étaient ingénieurs électriciens et non physiciens nucléaires. Ils ont écrit un excellent plan sur ce qu'il fallait faire avec la turbine et le générateur, mais le plan mentionnait à peine ce qu'il fallait faire avec le cœur battant de la centrale, qui était le réacteur nucléaire. Deuxièmement, Axiom a découvert que ce plan n'avait pas les signatures d'approbation nécessaires. Ni le concepteur en chef du réacteur, ni le superviseur scientifique du réacteur à canaux n'avaient signé le document. Légalement, ce test n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors, pourquoi cette hâte? Pourquoi la direction de la centrale, Viktor Bryukhanov et son ingénieur en chef Fomin, ont-ils donné le feu vert pour une procédure aussi irrégulière? La réponse était dans le calendrier. La date limite pour livrer le bloc 4 comme totalement opérationnel à la commission d'État approchait.
Le test devait être terminé coûte que coûte avant le jour férié du 1er mai. L'urgence ne venait pas de la sécurité, mais bien des primes, des médailles et des rapports envoyés à Moscou. C'est à ce point que le premier domino a commencé à tomber, celui qui a commencé à chuter presque un jour avant l'explosion. Le test aurait dû commencer dans l'après-midi du 25 avril. Une équipe reposée, dirigée par l'ingénieur expérimenté Vladimir Tchougounov, a préparé le réacteur. Ils ont commencé à réduire la puissance suivant le plan. Puis, le téléphone a sonné. Le répartiteur du réseau électrique de Kiev. Le réseau avait besoin d'énergie. Le test a été interrompu au milieu. Cette décision, prise par un bureaucrate à des kilomètres de là, a condamné le réacteur 4. Axiom a simulé ce qui s'est passé au cours des 9 heures suivantes. Forcé de fonctionner à demi-puissance, le réacteur a commencé à suffoquer. À l'intérieur du cœur d'un réacteur à canaux, il existe un phénomène appelé empoisonnement au xénon, ou le puits d'iode. Lorsque la puissance chute, le réacteur commence à accumuler du xénon 135. Ce gaz est comme un poison pour la réaction en chaîne. Il absorbe les neutrons et éteint le feu nucléaire. Pour compenser ce poison, les opérateurs sont forcés de faire une chose: tirer de plus en plus de barres de contrôle hors du cœur, juste pour maintenir la puissance stable. Quand la nuit est tombée et que la nouvelle équipe a pris la relève, ils n'ont pas reçu le contrôle d'un réacteur sain. Akimov et Toptounov ont hérité d'une machine malade, instable et déjà empoisonnée. Ils ont reçu l'ordre, continuez le test. Et alors, le deuxième domino est tombé. Peu après minuit, en essayant de transférer le contrôle d'un système automatique à un autre, Leonid Toptounov, le jeune opérateur, a commis une erreur. Il n'a pas réussi à maintenir la puissance. Le réacteur, suffocant déjà dans le xénon, est mort. La puissance s'est effondrée à presque zéro. C'était le point final. N'importe quel manuel, n'importe quel physicien, n'importe quelle règle de bon sens disait qu'à ce moment-là, le réacteur devait être éteint immédiatement. Cela aurait dû être le point final de l'histoire, avec une attente de 24 heures pour que le xénon se désintègre. Mais dans la salle de contrôle se trouvait Anatoly Dyatlov. Derrière Dyatlov, invisible, se trouvaient Bryukhanov et Fomin. Et derrière eux, il y avait l'ombre de l'échéance du 1er mai, l'ombre du système qui n'acceptait pas les échecs. Dyatlov n'a pas accepté l'arrêt. Il a donné l'ordre qui a scellé le destin de tous. Monter la puissance. Ils ont commencé à faire l'impossible. Pour ressusciter le réacteur mort, ils ont dû tirer les barres de contrôle restantes, une par une. Ils retiraient les derniers freins d'une machine dont ils ignoraient qu'elle possédait un accélérateur défectueux. Ils luttaient contre le poison du xénon, aveugles au piège de l'effet de pointe qui les attendait. Ils ont réussi. Dans cette salle de contrôle, luttant contre le réacteur empoisonné au xénon, Dyatlov, Akimov et Toptounov ont réussi à forcer la machine. Ils ont remonté la puissance au niveau exigé par le test, 200 MW. Le réacteur était stable, mais c'était la stabilité d'une bombe dont la goupille est retirée. Ils étaient aveugles au piège qu'ils avaient armé. Les barres de contrôle, les freins, étaient presque toutes hors du cœur. Le bouton AZ5, le prétendu sauveur, était maintenant positionné pour injecter du graphite, l'accélérateur, dans la partie la plus chaude du réacteur. 1 heure, 23 minutes et 4 secondes du matin. L'expérience commence. L'alimentation en vapeur de la turbine numéro 8 est fermée. Elle commence à tourner par inertie. Mais, sans le flux de vapeur, l'eau dans le cœur commence à chauffer trop vite. La puissance commence à monter. 1 heure, 23 minutes et 40 secondes. Akimov, voyant la montée, fait exactement ce que le manuel ordonnait. Il ordonne l'arrêt total. Tournez l'AZ5. Leonid Toptounov appuie sur le bouton. Ce bouton rouge, la garantie finale de sécurité. Le piège se déclenche. 211 barres commencent à descendre. Mais comme la simulation d'Axiom l'a prouvé, dans les premières secondes, le cœur n'a pas reçu le frein qu'il aurait dû. Au lieu de cela, il a reçu les pointes en graphite. Un pic de puissance inimaginable déchire la partie inférieure du réacteur. Les opérateurs ont entendu un grondement profond, tandis que les jauges grimpaient vers l'infini avant de mourir. Les barres se bloquent à mi-chemin. La chaleur est si intense que les canaux se déforment. 3 secondes plus tard, le deuxième grondement est venu. Une explosion gigantesque
qui scelle le destin du monde. La plaque de couverture du réacteur, un couvercle d'acier et de béton de 2000 tonnes appelé Helena, est projetée en l'air comme si elle était en carton. Le cœur est ouvert. L'air atmosphérique entre en contact avec 1700 tonnes de graphite surchauffé. L'enfer commence. Mais à ce moment-là, le temps s'est scindé en deux. Dans le monde physique, l'apocalypse était arrivé. Dans la réalité de la bureaucratie soviétique, une réaction en chaîne différente ne faisait que commencer. Une réaction de déni, de peur et de mensonge. Viktor Bryukhanov, le directeur de la centrale, dormait dans son appartement à Pripyat. Il a été réveillé par le téléphone à 1h30 du matin. Quand il est arrivé au bunker de commande, il a vu la destruction. Il a vu les murs du bâtiment du réacteur effondrés. Mais son esprit, entraîné par le système, a refusé de traiter l'impossible. Après tout, les réacteurs à canaux n'explosent pas. Les dosimètres de la centrale, les appareils qui mesurent la radiation, étaient inutiles. Ceux de faible échelle ont brûlé instantanément. Ceux de haute échelle étaient enfermés dans un coffre-fort et personne ne parvenait à trouver la clé. Les hommes envoyés pour évaluer le réacteur ne revenaient pas. À 2h15 du matin, Bryukhanov a pris le téléphone pour appeler Moscou. Axiom a analysé la transcription de cet appel. C'est le moment exact où la tragédie se transforme en crime. Pressé par ses supérieurs, Bryukhanov prononce la phrase qui paralyserait la réponse d'urgence pendant 36 heures. Il dit « Il y a eu un accident et un incendie. Le réacteur, très probablement, est intact. Le réacteur est intact. » Ce mensonge né de la panique et de la peur d'un système qui punissait les mauvaises nouvelles est devenu la vérité officielle. Moscou, croyant avoir affaire à un incendie, a agi en conséquence. Mais Axiom a cartographié ce que ce mensonge a réellement coûté. Cette nuit-là, le vent soufflait vers l'ouest. Il transportait un panache invisible de particules mortelles directement vers la ville de Pripyat, à moins de 3 km de là. 50 000 personnes dormaient, mais personne ne les a réveillées ni ne leur a dit de fermer les fenêtres. Quand le matin du samedi est arrivé, le soleil brillait. Les enfants sont sortis pour jouer dans les rues, allant à l'école, faisant du vélo. Ils jouaient dans la poussière sans savoir que chaque particule contenait plus de radiation qu'ils ne devraient en recevoir en une vie entière. Et les autorités locales, même en connaissant déjà les niveaux dangereux de radiation, ont reçu des ordres de Moscou. Ne provoquez pas de panique. La situation est sous contrôle. Le réacteur est intact. Ce furent 36 heures. 36 heures pendant lesquelles la ville a respiré la mort, tandis que le gouvernement se mentait à lui-même. L'évacuation n'a commencé que le lendemain, le 27 avril. Le mensonge était si complet qu'il n'a pas été démenti de l'intérieur. Il a été exposé par le monde extérieur. Le lundi matin, 28 avril, à plus de 1000 km de là, en Suède, les alarmes de radiation de la centrale nucléaire de Forsmark se sont déclenchées. Les techniciens suédois étaient confus. Ils ont cherché une fuite dans leur propre centrale et n'ont rien trouvé. Ils ont analysé la poussière sur les chaussures des employés. La composition des isotopes était étrange. La signature était unique et n'appartenait pas à leur centrale. C'était la signature unique d'un réacteur à canaux. Le vent avait apporté la vérité que Bryukhanov avait essayé de cacher. Le monde n'a pas découvert le désastre par un aveu, mais bien parce qu'il a été forcé de suivre la trace du nuage. L'histoire officielle insiste sur une unique explosion. Un événement puissant, oui, mais compréhensible. Une explosion de vapeur. Un accident industriel, tragique et sévère. Mais tout de même, un accident. Cette version est propre. Elle est gérable. Mais cette version est un mensonge. Ce qui s'est passé à 1h23 du matin a impliqué deux explosions distinctes, séparées par quelques secondes. Axiom a commencé par analyser les dépositions des témoins oculaires, ceux qui ont survécu aux premiers instants. Valéry Perevotchenko, un opérateur senior, se trouvait juste au-dessus de la salle du réacteur. Il a rapporté avoir entendu deux grondements profonds, l'un juste après l'autre. Alexandre Yuvchenko, un ingénieur mécanicien qui se trouvait dans le couloir entre le bloc 3 et le 4, a ressenti la même chose. D'abord, un bruit sourd, comme si un marteau géant avait frappé le bâtiment. Le sol et les murs ont tremblé. Quelques secondes plus tard, une seconde explosion assourdissante qui a éteint les lumières et fait s'effondrer le plâtre. Mais la preuve la plus claire est venue de l'extérieur de la centrale.
Des pêcheurs sur la rivière Pripyat, assis dans le noir, ont vu le ciel s'illuminer. Ils ont décrit deux lumières. Ils ont d'abord vu un éclair rouge sombre qui s'est élevé au-dessus du bloc 4 et, presque instantanément, une seconde lumière, beaucoup plus brillante. Une colonne de couleur bleuâtre qui a jailli droit vers le ciel, deux coups, deux couleurs différentes. La mémoire humaine peut être trompeuse. C'est pourquoi Axiom a cherché un témoignage qui ne peut pas mentir, la Terre elle-même. Les sismographes installés dans la région de Tchernobyl ont enregistré les tremblements de cette nuit-là. Le résultat de l'analyse est cristallin. La bande ne montre pas un seul événement sismique, elle en montre deux. Le premier à 1h, 23 minutes et 40 secondes. Le second, beaucoup plus puissant, environ 3 à 4 secondes plus tard. Axiom a alors reconstitué ce qui s'est passé dans ces secondes fatales. La première explosion a été en fait causée par la vapeur. C'était le résultat direct de ce défaut de conception, l'effet de pointe. Lorsque les pointes en graphite du bouton AZ5 sont entrées dans le cœur, la puissance a explosé. L'eau dans les canaux a bouilli instantanément. La pression de la vapeur a déchiré des centaines de canaux de combustible. C'est cette force qui a projeté le couvercle Helena de 2000 tonnes. Le réacteur était ouvert, il a respiré. Et cette respiration fut fatale. C'est à ce point que l'histoire officielle nous trompe à nouveau. Ils affirment que la seconde explosion a été causée par l'hydrogène. La théorie est que la vapeur chaude a réagi avec le zirconium du combustible, a créé du gaz hydrogène, qui s'est ensuite mélangé avec l'oxygène de l'air et a explosé. Cela semble scientifique. Mais Axiom a analysé la chimie. En 3 secondes, il est physiquement impossible de générer et de mélanger suffisamment d'hydrogène pour causer l'explosion massive qui a été enregistrée. De plus, l'hydrogène brûle avec une flamme orange jaunâtre. Les témoins ont vu une lumière bleue brillante. Ce qu'Axiom a découvert est bien plus effrayant. Lorsque la première explosion a arraché le couvercle et détruit les canaux, toute l'eau de refroidissement a disparu. Les barres de contrôle, les freins étaient bloqués. Pendant une fraction de seconde, le cœur du réacteur à canaux s'est retrouvé sans rien pour l'arrêter. Le combustible fondu s'est effondré sur lui-même. Le réacteur, l'espace d'un instant, a formé une nouvelle configuration. Une masse supercritique. Ce qui s'est passé ensuite fut un emballement par neutrons rapides. C'était une réaction en chaîne incontrôlée. Bien que ce ne fût pas une bombe atomique classique, ce fut un événement nucléaire de la même nature. L'énergie libérée était équivalente à 10, peut-être 20 tonnes d'explosifs. C'est cette seconde explosion, l'explosion nucléaire, qui a causé la destruction réelle. Cet éclair bleu avait un nom spécifique en physique. C'est la lumière unique que les particules émettent lorsqu'elles voyagent plus vite que la vitesse de la lumière dans un milieu, comme l'air ionisé. C'est la signature visuelle d'une réaction nucléaire active. De Gevaert. La preuve finale a été trouvée des mois plus tard, dans les sous-sols inondés du réacteur, le célèbre pied d'éléphant. Une masse noire de lave composée de combustible fondu, de sable et de béton. Axiom a analysé sa composition. Pour créer cette lave, il fallait des températures de plus de 2000 degrés Celsius. Ni une explosion de vapeur, ni une explosion d'hydrogène ne parviendraient à faire cela. Seule une réaction nucléaire incontrôlée. Le mensonge de l'explosion unique a été raconté pour cacher une vérité terrifiante. Le système soviétique n'a pas seulement créé un réacteur civil, il a créé une machine qui, dans de mauvaises conditions, pouvait se transformer en une bombe improvisée. Le mensonge sur l'explosion unique de vapeur a été créé pour cacher la vérité sur la machine. Mais Axiom a découvert un second mensonge, bien plus sombre, créé pour cacher la vérité sur les victimes. Ils sont entrés dans l'histoire comme des héros. Les 28 pompiers, les premiers arrivés et les centaines d'employés de la centrale qui, dans ces heures initiales, ont tenté de dompter le réacteur. Ils ont marché sur la couverture détruite, donnant des coups de pied dans des morceaux de graphite radioactif, sans même savoir ce qu'ils faisaient. On nous a raconté l'histoire de leur sacrifice, de leur mort agonisante par le syndrome d'irradiation aiguë. Bien que cela soit vrai, ce n'est que la surface polie de l'histoire. L'histoire réelle de ce qui est arrivé à leur corps a été enfermée avec leurs dossiers médicaux. Ils ont été enterrés dans des cercueils de zinc, scellés sous des dalles de béton, pas seulement parce qu'ils étaient radioactifs.
Ils ont été enterrés parce que leurs propres corps sont devenus la preuve finale de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Axiom a eu accès à ces archives, qui incluaient les journaux des médecins, les notes des infirmières de l'hôpital clinique numéro 6 de Moscou, des photos et des rapports d'autopsie. Lorsque l'intelligence a comparé ces symptômes avec tous les accidents radiologiques connus, depuis Hiroshima, elle a pointé des problèmes très étranges. Les médecins de Moscou, les meilleurs du pays, avaient affaire à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. La première anomalie est devenue connue sous le nom de bronzage nucléaire. La peau des pompiers, surtout sur le visage et les mains, n'avait pas la rougeur d'une brûlure normale. Elle a acquis un ton brun foncé, presque bronzé, comme si c'était du cuir tanné. Axiom en a simulé la cause. La radiation gamma seule ne pouvait pas causer cela. Ce bronzage était le résultat d'une tempête de particules bêta, des milliards de particules bombardant et cuisant les couches supérieures de la peau. Cela ne pouvait arriver que s'ils marchaient, littéralement, sur des fragments de combustible nucléaire pur. La seconde anomalie résidait dans leurs poumons. Beaucoup avaient de graves brûlures internes. La version officielle a blâmé la vapeur chaude et la fumée. Mais cela n'expliquait pas la destruction totale des tissus. Axiom a relié cela à la seconde explosion, l'explosion nucléaire. Cette explosion a généré un éclair de plasma de plusieurs milliers de degrés. Les hommes en première ligne ne respiraient pas de la fumée ordinaire. Ce qu'ils ont inhalé, à cette seconde précise, c'était du plasma. Leurs poumons ont été brûlés de l'intérieur par une chaleur qui n'existe que lors d'un événement nucléaire. Mais le symptôme le plus étrange, celui qui a longtemps été traité comme une rumeur, a été ce qu'Axiom a confirmé à travers les registres de l'infirmerie. Le lieutenant Vladimir Pravik, un jeune homme de 23 ans, avait les yeux marrons. Dans ses derniers jours à l'hôpital de Moscou, ses yeux sont devenus bleus. Comment est-ce possible? L'intelligence a analysé la physique d'un emballement nucléaire incontrôlé. Un tel événement ne libère pas seulement des radiations gamma et bêta, il libère une impulsion colossale de neutrons. Axiom a émis l'hypothèse que Pravik a été frappé par un flux de neutrons si intense qu'il a physiquement altéré le pigment de mélanine dans son iris, changeant sa couleur. Ils n'ont pas été exposés à la radiation d'un accident. Ils ont été frappés par les mêmes effets qu'une arme nucléaire. Leur enterrement lui-même soulève des questions. Pourquoi le zinc? Pourquoi le béton? Le mensonge officiel disait que c'était pour contenir la radiation gamma que leur corps émettait. Mais l'analyse d'Axiom montre que ce n'était pas la préoccupation principale. Le danger réel était ce qu'ils avaient en eux. En respirant cet air, ils ont inhalé des particules microscopiques de combustible. Leur corps était plein d'uranium, de plutonium et d'autres éléments lourds. Leurs organismes sont devenus, littéralement, des dépôts de déchets atomiques de longue durée. S'ils étaient enterrés dans des cercueils normaux, ces éléments mortels finiraient par s'infiltrer dans le sol et dans l'eau. Ils ont été scellés dans le zinc et le béton, non pas comme des héros, mais en suivant le même protocole utilisé pour enterrer les déchets nucléaires. Le système ne protégeait pas seulement la population de leurs restes mortels, il cachait la preuve. Il enterrait la preuve indéniable que le réacteur n'a pas seulement fondu, il a explosé comme une bombe, dispersant son combustible nucléaire partout. Les corps de ces hommes étaient la scène finale du crime. Les corps des pompiers scellés dans le zinc étaient la preuve humaine de ce qui s'était passé. Mais le réacteur a laissé une seconde preuve. Une signature indélébile, non pas sur le sol, mais dans le ciel. Quand le cœur a explosé, il a libéré un nuage radioactif qui a voyagé à travers le monde. Les gouvernements ont menti, mais le nuage ne le pouvait pas. C'était une lettre posthume du réacteur, écrite dans le langage de la physique. Axiom a analysé les données de ce nuage, collectées par des laboratoires de toute l'Europe. La clé résidait dans la proportion de gaz rares, spécifiquement dans la signature de xénon. L'explication est simple. Dans un réacteur qui fonctionne normalement, la proportion de différents types de xénon est stable et prévisible. Si un réacteur fond simplement, cette proportion change d'une certaine manière. Mais les échantillons collectés en Suède et en Allemagne ne montraient ni un réacteur normal, ni un réacteur fondu. Ils montraient une proportion de nouveaux xénons, qui ne pouvait avoir été créé que d'une seule manière. Une impulsion d'énergie colossale, des milliers de fois plus forte que la normale, quelques instants avant l'explosion.
Le nuage était la preuve forensique. Il confirmait l'explosion nucléaire. Et les scientifiques le savaient. Les Soviétiques le savaient. Les Américains, les Britanniques, les Français, tous ceux qui ont analysé le nuage ont vu que les mathématiques ne collaient pas avec l'histoire officielle. À Vienne, en août 1986, le monde exigeait des réponses. La délégation soviétique, dirigée par Valéry Legasov, est montée à la tribune. Legasov a raconté une demi-vérité. Il a choqué le monde en admettant la faille dans la conception. Il a parlé du bouton AZ5. Il a admis l'effet de pointe. Mais il a mis la faute finale sur les opérateurs qui auraient poussé la machine à un extrême que personne ne pouvait prévoir. Il n'a jamais mentionné l'explosion nucléaire. Il n'a jamais mentionné que les concepteurs connaissaient la faille depuis des années. Et l'Occident, au lieu de le confronter avec les données du nuage de Xénon, l'a applaudi. Hans Blix, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a remercié les Soviétiques pour leur ouverture. Pourquoi? Pourquoi ce silence? Axiom a analysé le contexte global et a découvert une conspiration, non pas de malveillance mais de peur mutuelle. Le monde était terrifié, moins par Tchernobyl et plus par l'idée que n'importe quel réacteur puisse faire cela. Les États-Unis venaient de traverser leur propre cauchemar à 3 Mile Island. Les Britanniques avaient leurs propres accidents secrets à Windscale. Si l'Agence internationale de l'énergie atomique admettait qu'un réacteur civil pouvait, dans de mauvaises conditions, détonner comme une bombe nucléaire, ce serait la fin de l'industrie nucléaire mondiale. Des centaines de milliards de dollars seraient en jeu. Alors ils ont passé un accord silencieux, le monde accepterait le mensonge soviétique de l'erreur de l'opérateur. Cela faisait de Tchernobyl un problème soviétique, une défaillance d'un réacteur à canot instable et d'une culture défectueuse, isolant le cas comme si ce n'était pas un problème nucléaire. C'était l'opération Silence. Cela explique même la dissimulation mondiale, mais il reste encore à comprendre la folie de cette nuit-là. Cela n'explique pas pourquoi Dyatlov était sous une telle pression pour faire un test irrégulier dans un réacteur empoisonné au milieu de la nuit. Axiom a creusé plus profond, au-delà des rapports de l'Agence internationale, dans les archives militaires secrètes, et a trouvé le motif réel, le protocole plutonium. Nous savions déjà que le réacteur à canot était un hybride, fait pour produire du plutonium de qualité militaire. Au milieu des années 80, la guerre froide était à son apogée. Les Soviétiques avaient désespérément besoin d'une réponse au programme « Guerre des étoiles » de Reagan. Ils travaillaient sur quelque chose appelé « programme Photon ». L'idée était d'utiliser l'énergie de réacteurs nucléaires pour alimenter des lasers à rayons X dans l'espace. Mais pour faire cela, ils avaient besoin de comprendre comment leurs réacteurs se comportaient dans des régimes extrêmes, lors d'impulsions courtes d'énergie immenses. Le test de sécurité à Tchernobyl était une façade. La véritable mission de cette nuit-là, connue seulement de quelques-uns au sommet, faisait partie du programme Photon. Ils utilisaient le réacteur 4 pour collecter des données militaires. Anatoly Dyatlov, en pressant ses hommes pour augmenter la puissance d'un réacteur mort, n'essayait pas seulement de sauver son emploi. Il remplissait, sans le savoir, les paramètres d'une expérience militaire secrète. Il poussait le réacteur exactement à la limite que les militaires voulaient étudier. Akimov et Toptounov ont découvert que leur rôle allait au-delà de simples opérateurs. Ils étaient utilisés comme des cobayes. Et l'explosion? Ce fut l'ironie finale et tragique. Quand Akimov a appuyé sur la Z5, il n'a pas seulement activé la faille de conception. Il a involontairement donné au réacteur l'exacte impulsion d'énergie que les militaires du programme Photon tentaient d'étudier. Il a accidentellement initié l'expérience qu'ils étaient venus observer. Le système a caché la vérité non seulement parce que c'était un désastre technologique. Il l'a caché parce que c'était une expérience militaire ratée de proportions monstrueuses. L'histoire de Tchernobyl n'est pas une histoire d'arrogance ou d'incompétence. C'est l'histoire d'une arme qui s'est retournée contre ses créateurs. À la fin, le mot « accident » ne décrit pas ce qui s'est passé. Le mot correct est « assassinat ». Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.